Les pharaons étaient le lien entre les hommes et les dieux. Ils ont façonné une civilisation où la pierre, l'or et les hiéroglyphes célèbrent la grandeur royale. Aujourd'hui encore, les pyramides, leurs tombeaux ainsi que leurs visages sculptés continuent d'imposer le respect. L'égyptologue égyptien Abdelmonem Aboubaker, dans un travail scientifique exceptionnel, nous présente les pharaons de la première à la dernière dynastie. Écoutons son texte. La fin de l'ère glaciaire en Europe semble avoir entraîné d'importantes modifications dans le climat des pays situés au sud de la Méditerranée. La diminution du volume des pluies amena les populations nomades de l'Afrique saharienne à immigrer vers la vallée du Nil, pour être sûr de trouver de l'eau de façon permanente. Le premier peuplement véritable de la vallée du Nil pourrait avoir commencé au début du Néolithique, vers 7000 ans avant notre ère. Les Égyptiens adoptèrent alors un mode de vie pastoral et agricole. Tout en perfectionnant leurs outils et leurs armes de pierre, ils inventèrent également ou adoptèrent la poterie, ce qui nous a été très précieux pour reconstituer un tableau complet des différentes cultures de l'Égypte, au cours du Néolithique. Préhistoire. La révolution technique et le cadre naturel. Le passage à l'ère chalcolithique marque un tournant décisif, l'introduction progressive des métaux, comme l'or et le cuivre, commence à transformer le rapport aux outils, supplantant peu à peu le silex. Ce développement s'est ancré dans un territoire singulier, scindé par la nature elle-même en deux entités, la Haute-Égypte, cette étroite bande fertile le long du Nil, et la Basse-Égypte, ce vaste delta formé par les alluvions. L'occupation de ce territoire ne s'est pas faite sans heurts. Des populations d'origines diverses ont dû lutter pour s'approprier les terres arables. Cet isolement initial, imposé par la géographie et la diversité humaine, est selon nos recherches la source des noms, ces districts qui devinrent la base de la structure politique. Cependant, le Nil n'était pas qu'une frontière, il servait de trait d'union, favorisant une unité linguistique et culturelle précoce. La maîtrise de l'eau et l'unification spirituelle. Le véritable exploit des Égyptiens anciens fut le contrôle de la terre. En asséchant les marais et en érigeant des digues pour dompter les crues, ils ont inventé l'irrigation. Ce travail colossal exigeait une organisation collective stricte, renforçant la structure des provinces. Parallèlement, nos traditions orales et les textes primitifs suggèrent que l'unité politique s'est forgée à travers des coalitions religieuses. Le culte d'Horus dans le delta occidental a fini par s'imposer sur l'Est. Cette influence s'est étendue vers le sud, où le dieu Horus a fini par détrôner Seth, marquant ainsi la victoire d'une vision unifiée du pays. L'acte fondateur de cette nation, notamment l'union de la Haute et de la Basse-Égypte par le souverain armé, marque le début d'une lignée de 30 dynasties dont nous analysons l'évolution, depuis les résidences de Tini jusqu'à l'installation de la capitale à Memphis. Pour consolider une autorité unique sur deux territoires distincts, un dogme de la royauté divine a été instauré dès les premières dynasties. Si, en théorie, le pharaon est un dieu absolu et le garant de tous les rites, il faut souligner le contraste entre cette image stéréotypée et la réalité quotidienne, un souverain contraint par un protocole rigide et doté, malgré son statut, d'une personnalité et d'émotions profondément humaines. La réflexion s'est ensuite portée sur le système religieux, passant de la vénération de forces naturelles et animales à la conception de divinités abstraites et universelles, comme Ré ou Hathor. Le panthéon s'est structuré autour de l'ascension politique des chefs locaux, leurs dieux respectifs devenant alors les dieux de l'État. Le trait le plus distinctif de ce peuple est l'obsession de la vie après la mort. On y retrouve la complexité de l'être humain selon les Égyptiens, composé du Ba, l'âme, du Ka, le double protecteur, de l'Ibé, le cœur, et de l'Ak, la force spirituelle. On peut retracer l'évolution des pratiques funéraires, de la conservation naturelle des corps jusqu'à la création de guides magiques tels que les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre des morts,
qui permettait à chaque Égyptien d'espérer, à l'instar du Pharaon, une éternité parmi les dieux. L'Ancien Empire. De 2900 à 2280 avant notre ère. La consolidation politique et le dogme de la royauté. Contrairement aux deux premières dynasties, à la période archaïque, essentiellement tournée vers les conquêtes militaires, la troisième dynastie marque un tournant institutionnel majeur. C'est à cette période que l'Égypte devient une nation véritablement unifiée. Cette cohésion repose sur l'émergence d'un nouveau dogme de la royauté divine, plaçant le souverain au-dessus de la condition humaine pour asseoir une autorité centrale incontestée. Le règne de Djézé et le génie d'Imhotep. Le fondateur de cette lignée, le roi Djézé, s'impose comme un souverain vigoureux. Toutefois, sa postérité est indissociable de celle de son ministre, Imhotep. Imhotep, une figure polymathe, à la fois prêtre, écrivain, médecin et architecte, il acquiert une renommée telle qu'il sera divinisé 23 siècles plus tard. Les Grecs l'identifieront à leur dieu de la médecine, Asclépio, Imhotep. Imhotep réalise pour son roi un complexe funéraire révolutionnaire de 15 hectares. Sa principale innovation est le passage de la brique à la pierre de taille. Les témoignages architecturaux de la dynastie. Bien que les autres souverains de cette période nous soient moins connus, les vestiges archéologiques témoignent de la continuité de l'ambition monumentale. Sekhemkhet, successeur probable de Djézé, laisse une pyramide à degrés inachevée à Saqqara. À Zaouïjeh el-Aryan, au sud de Gizeh, une excavation massive atteste d'un projet de tombeau non terminé. Dernier roi de la lignée, Houni est associé à la pyramide de Médoum, située à 70 km au sud du Caire. Ce monument, initialement conçu à degrés, préfigure la pyramide à face lisse, transition finale qui sera achevée sous son successeur Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie. 4e dynastie, l'âge d'or de l'Ancien Empire. La dynastie s'ouvre avec Snéfrou, dont le règne est documenté en partie par la pierre de Palerme. Son administration se caractérise par une activité intense sur plusieurs fronts. Des campagnes victorieuses sont menées contre les Nubiens, sud, et les Libyens, ouest. Parallèlement, le commerce du bois est maintenu avec la côte syrienne. Probablement issu d'une branche mineure, Snéfrou consolide son trône en épousant Hétépérès, fille du roi Houni, assurant ainsi la continuité du sang royal. À Dachour, il fait édifier deux monuments majeurs, la pyramide rhomboïdale, au sud, et la pyramide rouge, au nord, qui préfigurent la forme pyramidale parfaite. L'apogée de Gizeh, Khufu, Khafre et Menkaure. Le prestige de la dynastie atteint son paroxysme avec les successeurs de Snéfrou sur le plateau de Gizeh, à 10 km du Caire actuel. Khufu, Khéops, est le constructeur de la Grande Pyramide, la plus vaste structure monolithique jamais érigée. Elle demeure la première des 7 merveilles du monde par la précision de son plan et sa perfection technique. Khafre, ou Khéphren, et Menkaure, ou Mikerino, fils et petit-fils de Khufu, complètent le complexe de Gizeh avec des pyramides certes plus réduites, mais suivant un modèle architectural et cultuel similaire. Malgré cette grandeur apparente, la fin de la dynastie est troublée par des rivalités internes entre les descendants de Khufu. Didoufri parvient à régner 8 ans avant l'accession de Khafre. D'autres fils de Khufu tentent de s'emparer du trône, notamment lors de brèves périodes d'usurpation à la fin du règne de Khafre. La lignée s'achève avec Shepseskaf, successeur du dernier vrai roi de la dynastie, dans un contexte de transition vers une nouvelle famille régnante. 5e dynastie. L'hégémonie solaire et l'expansion commerciale. La 5e dynastie témoigne de l'influence prédominante du clergé d'Héliopolis. La légitimité royale ne repose plus seulement sur le sang, mais sur une origine divine directe.
Selon le papyrus Ouestkar, les 3 premiers souverains de cette lignée seraient les fils du dieu Ré et de Radjedeh, l'épouse d'un prêtre d'Héliopolis. Les 3 frères fondateurs, Uzerkaf, Saouré et Néferirkare. On observe un contraste frappant avec la dynastie précédente. Si les pyramides deviennent plus modestes et de facture moins solide, l'effort artistique se déplace vers les structures annexes. La plupart des rois font ériger de grands temples dédiés au soleil, caractérisés par un gigantesque obélisque central. Le site d'Abousir, au nord de Saqqara, devient une nécropole majeure. Le temple funéraire de Saouré est particulièrement remarquable pour ses bas-reliefs raffinés et semi-historiques. Politique étrangère et commerce international. L'activité des pharaons, dont le détail nous est parvenu grâce à la pierre de Palerme, s'est concentrée sur la sécurisation des frontières et l'ouverture de nouvelles routes commerciales. Des interventions sont menées contre les Libyens, désert occidental, les Bédouins du Sinaï et les populations du sud de la Palestine. Des navires atteignent les côtes de l'actuelle Somalie pour rapporter de la myrrhe, de l'ébène et des animaux exotiques, à travers des explorations maritimes menées sous les règnes de Saouré et Izezi. Notamment celles menées au pays de Punt. Les relations avec le port stratégique de Byblos, Syrie et Liban, s'intensifient pour l'importation du bois de cèdre. L'influence égyptienne y est si forte qu'un temple y fut érigé dès la 4e dynastie, et des objets au nom des pharaons de l'Ancien Empire y ont été retrouvés en nombre. Sixième dynastie. De l'expansion impériale à l'effondrement de l'Ancien Empire. Le passage de la 5e à la 6e dynastie s'effectue sans trouble apparent, mais c'est avec Pépi Ier que la dynastie révèle son dynamisme. Pour la première fois, l'Égypte adopte une stratégie offensive. Sous le commandement du général Ouni, les forces égyptiennes mènent 5 campagnes consécutives. Elles pénètrent jusqu'au mont Carmel, Palestine du Nord, utilisant une tactique combinée de progression terrestre et de débarquement maritime pour prendre l'ennemi au piège. Pépi Ier, puis son fils Mérenrê, agissant possiblement comme co-régent, consolide l'influence égyptienne au sud. Mérenrê se rend personnellement à la première cataracte pour recevoir l'allégeance des chefs nubiens. À la mort de son frère Mérenrê, Pépi II accède au trône à l'âge de 6 ans pour un règne exceptionnel de 94 ans. Au début de son règne, en 2, le nomarque d'Éléphantine, Herkouf, revient de la province de Yam, Nubie, avec un pygmée danseur. Le jeune roi, alors âgé de 8 ans, lui adresse une lettre célèbre, conservée dans la tombe d'Herkouf, pour s'assurer du bien-être de ce présent jusqu'à son arrivée à Memphis. Durant ce très long règne, la puissance des nomarques de Haute-Égypte croît dangereusement. Ces gouverneurs commencent à construire leurs tombeaux dans leur propre province plutôt qu'auprès du roi, signe d'une autonomie grandissante. La fin du règne de Pépi II coïncide avec une désintégration rapide de l'État. Le transfert du contrôle des provinces vers les gouverneurs locaux entraîne l'appauvrissement de la maison royale. L'absence de monuments après Pépi II témoigne de cette faillite économique et politique. La mort de Pépi II marque la fin de l'Ancien Empire. Le pays bascule alors dans la première période intermédiaire, une ère de confusion et de désordre social où l'autorité centrale disparaît au profit des pouvoirs locaux. La première période intermédiaire. À la mort de Pépi II, l'autorité royale s'effondre brutalement. Selon l'historien égyptien Manéthon, la 7e dynastie aurait compté 70 rois en 70 jours, image frappante d'une instabilité extrême. Ce régime d'exception, probablement établi à Memphis, visait à maintenir une continuité symbolique du pouvoir royal après la chute de la 6e dynastie. La 8e dynastie demeure très mal connue, si les noms des souverains nous sont parvenus, l'ordre chronologique de leur règne reste incertain. Peu après,
une nouvelle dynastie s'impose à Héracléopolis, en Moyenne-Égypte, donnant naissance aux 9e et 10e dynasties. Ces rois contrôlent le delta du Nil, alors menacé par des nomades pillards du désert, tandis que la Haute-Égypte se fragmente en hommes gouvernés par des autorités locales autonomes. La fragmentation territoriale et l'essor du pouvoir thébain. La disparition de l'autorité centrale entraîne une division durable du pays. Éléphantine et Tini dominent certaines régions de la Haute-Égypte, refusant de payer l'impôt en raison des conflits internes. Cette situation favorise progressivement la montée en puissance de Thèbes, qui devient le centre d'un nouvel empire régional. Sous la 11e dynastie, les princes thébains parviennent à unifier d'abord la Haute-Égypte, puis, à terme, l'ensemble du pays, mettant fin à la première période intermédiaire et inaugurant le Moyen Empire. La situation dramatique de l'Égypte post-Ancien Empire est magistralement décrite par le sage Hippouor, auteur d'un texte conservé sur un papyrus du Nouvel Empire, aujourd'hui au musée de Leyde. Son œuvre, datée de la première période intermédiaire, témoigne de l'absence d'autorité centrale et d'une révolution sociale profonde. Il évoque la guerre civile et la violence généralisée, la peste, la famine et la pénurie d'or et de blé, la destruction des villes, des temples et des infrastructures. L'effondrement de la justice et des institutions, l'inversion des hiérarchies sociales, où les pauvres deviennent riches et les anciens puissants sont déchus. L'arrêt du commerce international, notamment avec Byblos, privant l'Égypte du bois de cèdre. Ces descriptions illustrent un monde bouleversé, privé de repères politiques et moraux. Nouvelle valeur morale et affirmation de l'individu. Malgré le chaos, cette période voit émerger des valeurs positives nouvelles. L'Égypte développe une vision morale fondée sur l'individualisme, la dignité humaine, une certaine égalité sociale devant les dieux et les dirigeants. Ces idées s'expriment clairement dans le texte célèbre des protestations du paysan éloquent, datant de la 10e dynastie. Ce récit met en scène un paysan pauvre, spolié par un riche propriétaire, qui réclame justice avec une force morale remarquable. Il dénonce la corruption des juges et affirme le droit du faible face au puissant, révélant une conception éthique nouvelle de la justice. Le changement le plus profond concerne la religion funéraire. Sous l'Ancien Empire, l'accès à l'au-delà était réservé aux pharaons et à une élite proche du pouvoir. Durant la première période intermédiaire, cette croyance se transforme, les textes funéraires sont désormais utilisés par les non-royaux, inscrits sur leur cercueil, accompagnés de rites funéraires complets et de stèles commémoratives. Cette évolution est indissociable de l'essor du culte du dieu Osiris, divinité originaire du delta du Nil, associée à la mort et à la résurrection. Dès la 11e dynastie, son culte est solidement implanté à Abydos, grand centre religieux des rois morts. L'absence d'ambition politique des prêtres d'Abydos permit au culte d'Osiris de survivre et de prospérer durablement. À la fin de l'histoire égyptienne, le culte d'Osiris et d'Isis dépasse largement les frontières de l'Égypte, s'étendant aux îles grecques, à Rome et jusqu'aux forêts de Germanie. En Égypte même, aucun temple ne se conçoit sans un autel dédié au grand dieu des morts et au rite célébrant sa résurrection. Le Moyen Empire. 2060 à 1785 avant notre ère. La réunification de l'Égypte par Thèbes. L'unification du pays se fait à nouveau par la force des armes. Le nome de Thèbes, jusque-là modeste et sans grande importance, met fin à la domination d'Héracléopolis et revendique l'autorité sur l'ensemble de l'État égyptien. En remportant la guerre, Thèbes réunit définitivement la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, restaurant l'unité des deux terres. La figure centrale de la 11e dynastie est le roi Mentuhotep II, véritable fondateur du Moyen Empire. Son règne long est marqué par la réorganisation administrative du pays,
l'écrasement de toute opposition à la maison royale, un climat politique nouveau, plus vigilant et moins confiant que sous l'Ancien Empire. Sur le plan monumental, Mentuhotep II fait édifier à Thèbes le temple funéraire de Deir el-Bahari, le plus important monument de l'époque. Son architecte y conçoit une architecture novatrice, un édifice en terrasse, orné de colonnades, surmonté d'une pyramide située au-dessus d'une vaste salle à colonnes. Après Mentuhotep II, la 11e dynastie décline. Un personnage clé, Amenemhat, vizir du dernier roi de la dynastie, fonde la 12e dynastie sous le nom d'Amenemhat I. Son règne inaugure une lignée de souverains particulièrement puissants. Amenemhat I prend 3 mesures fondamentales. Fondation d'une nouvelle capitale, Itaoui, celle qui saisit les 2 terres, située au sud de Memphis, afin de mieux contrôler la Basse-Égypte. Institution de la corégence, plaçant son fils sur le trône à ses côtés, pratique motivée par une conspiration de palais ayant menacé sa vie. Il en fait allusion dans les conseils adressés à son fils Sésostri. Lancement de la politique d'expansion vers la Nubie, avec l'établissement de comptoirs commerciaux plus au sud que jamais auparavant, probablement jusqu'à Kerma, près de la 3e cataracte du Nil. Le règne de Sésostri I poursuit et amplifie la politique de son père. Par des expéditions militaires conduites par le roi ou par ses officiers, l'Égypte renforce son contrôle sur la Basse-Nubie. C'est à cette époque qu'est édifiée la première forteresse de Bouan, en aval de la 2e cataracte, symbole de la domination égyptienne sur le sud. À l'ouest, Sésostri I mène des expéditions punitives contre les populations libyennes Témou et Téhénou, tout en maintenant les communications avec les oasis. À l'est et au nord-est, sa politique se limite à la défense des frontières et au maintien du commerce avec le Proche-Orient. Apogée du Moyen Empire, Sésostri III et Amenemhat III. Les règnes d'Amenemhat II et de Sésostri II se caractérisent par une relative absence d'expansion militaire. En revanche, Sésostri III marque l'histoire par la conquête totale de la Basse-Nubie, transformée en province égyptienne, consolidant durablement l'autorité du royaume. Son successeur, Amenemhat III, préside à l'apogée économique du Moyen Empire. Son long règne est marqué par de vastes aménagements hydrauliques dans le Fayoum, oasis située près d'un grand lac alimenté par un canal dérivé du Nil. Grâce à un barrage régulateur, le creusement de canaux d'irrigation, la construction de digues. L'Égypte connaît une expansion agricole et économique sans précédent, notamment dans cette région stratégique située à environ 80 km au sud du Caire actuel. Avec Amenemhat IV, la dynastie montre des signes évidents de faiblesse politique. Son règne bref et sans éclat est suivi par celui, encore plus court, de la reine Sebekneferuret, dernière souveraine de la 12e dynastie. Sa disparition marque la fin du Moyen Empire et ouvre une nouvelle période d'instabilité. La 2e période intermédiaire. La 13e dynastie et l'infiltration asiatique en Basse-Égypte. Sous la 13e dynastie, l'Égypte connaît une instabilité politique croissante. Les noms portés par plusieurs pharaons de cette dynastie témoignent de la présence importante de populations asiatiques en Basse-Égypte. Cette présence s'explique par une immigration progressive de groupes venus du Proche-Orient, contraints de se déplacer vers le sud en raison de vastes mouvements de population affectant cette région. Les Égyptiens désignaient les chefs de ces tribus sous le nom de Ekakasuta, chefs des pays étrangers. L'historien Manéthon transforma ce terme en Hyksos, appellation aujourd'hui utilisée pour désigner l'ensemble de ces populations dominantes. Les Hyksos commencent à menacer sérieusement l'autorité de la 13e dynastie vers 1729 avant notre ère. Vers 1700 avant notre ère, ils apparaissent comme un peuple de guerriers organisés, dotés d'un armement supérieur. Ils conquièrent la partie orientale du delta du Nil,
s'emparant notamment de la ville de Hatoiré, Avari, dont ils renforcent les fortifications et qu'ils choisissent comme capitale. La domination Hyksos ne résulte pas d'une invasion brutale, mais d'une infiltration progressive de groupes ethniquement divers, majoritairement sémitiques, issus du Proche-Orient. Cette diversité se reflète dans les noms de leurs rois, tels que Anateur, Semken, Amou ou Jakouber. L'occupation Hyksos exerce une influence profonde sur l'évolution de l'Égypte. Les Hyksos introduisent des innovations militaires décisives. Le cheval, le char de guerre, l'armure. Jusqu'alors, les Égyptiens n'avaient pas eu besoin de tels équipements. La domination étrangère constitue une rupture historique majeure. Pour la première fois, l'Égypte est gouvernée par des souverains non égyptiens. Cette situation provoque une crise morale et religieuse, ébranlant la conviction traditionnelle de la protection divine et de la supériorité égyptienne. La guerre de libération et le rôle de Thèbes. Face à l'occupation étrangère, les Égyptiens engagent une guerre de libération nationale, conduite par les gouverneurs du nome de Thèbes. Les sources conservées évoquent principalement les combats menés par les rois de la fin de la XVIIe dynastie contre les souverains Hyksos, après près de 150 ans de domination. La figure décisive de cette lutte est le roi Ahmosi, Ahmosi Ier. Il réussit à s'emparer de la capitale Hyksos-Avari, poursuivre les Hyksos jusqu'en Palestine, assiéger la forteresse de Charouan, mener un raid dans la région de Zaï, sur la côte phénicienne. Le Nouvel Empire. 1580 à 1085 avant notre ère. Ahmosi Ier et Aménophis Ier, fondation et consolidation du Nouvel Empire. Le roi Ahmosi Ier, vainqueur des Hyksos, est célébré comme le fondateur du Nouvel Empire et de la XVIIIe dynastie. Son règne inaugure une politique énergique de restauration de l'autorité égyptienne. Son fils Aménophis Ier lui succède et poursuit cette œuvre. S'il se montre moins conquérant, il s'attache à organiser l'empire et à consolider les frontières, notamment en Nubie, qu'il étend jusqu'à la troisième cataracte du Nil. Durant les 9 années de son règne, la Palestine et la Syrie restent calmes. Après sa mort, Aménophis Ier est divinisé avec sa mère comme divinité tutélaire de la nécropole thébaine. Après Aménophis Ier, se succèdent Thoutmosis Ier et Thoutmosis II, puis la reine Hatshepsut, qui épouse successivement ses 2 demi-frères. À partir de la 5e année de son règne, elle se proclame souveraine suprême de l'Égypte. Pour légitimer son pouvoir, Hatshepsut affirme être la fille du dieu Amon-Ré, apparue à sa mère sous les traits de Thoutmosis Ier. Son règne, long de près de 20 ans, est pacifique et prospère, marqué par une intense activité architecturale, l'expédition commerciale au pays de Punt, l'érection de 2 obélisques devant le temple de Karnak, dédié à Amon-Ré. À la mort de Hatshepsut, Thoutmosis III prend le pouvoir. Son premier acte est de faire effacer le nom et l'image de Hatshepsut, marquant une rupture politique. Il se lance ensuite dans une série de campagnes militaires décisives. Il affronte une coalition des cités de Palestine, de Syrie et du Liban, réunies à Megiddo. Après la prise de cette ville, toute la région jusqu'au Liban méridional passe sous contrôle égyptien. Thoutmosis III mène 17 campagnes à l'étranger, imposant la domination égyptienne jusqu'en Syrie et au nord de la Mésopotamie. Son règne, documenté par les annales de Thoutmosis III gravées à Karnak, fait de l'Égypte une puissance mondiale. Les exploits de ses généraux inspirent des récits populaires, comme celui de la prise de Joppé par le général Djouti. Thoutmosis III est suivi par Aménophis II puis Thoutmosis IV, souverain énergique. Thoutmosis IV renforce la diplomatie par une alliance matrimoniale avec le royaume du Mitanni. Son épouse, la princesse Mouémouyka, devient la mère du futur Aménophis III. Le règne d'Aménophis III, époux de la reine Ti, correspond à l'apogée politique,
économique et culturelle du nouvel empire. La paix règne dans le monde connu, et l'Égypte bénéficie de richesses considérables, notamment l'or de Nubie. Aménophis III privilégie la diplomatie et les dons plutôt que les campagnes militaires. Les lettres de Tel el-Amarna révèlent cependant qu'à la fin de son règne, l'autorité égyptienne à l'étranger commence à être contestée. Grand bâtisseur, il mérite le surnom d'Aménophis le Magnifique. Il fait édifier le temple de Luxor, ainsi que de nombreux monuments à Karnak et en Nubie, notamment à Soleb. Sous Aménophis IV, futur Akhenaton, s'ouvre une crise majeure. Devenu co-régent puis roi, il s'oppose frontalement au clergé d'Amon à Thèbes, dont la puissance menace le trône. Il promeut le culte exclusif d'Aton, le disque solaire, et fonde une nouvelle capitale en Moyenne-Égypte, à Tel el-Amarna, qu'il nomme Akhéaton. Akhenaton proclame Aton comme dieu unique, ordonne l'effacement du nom d'Amon, dissout le clergé traditionnel et confisque les biens des temples. Sa réforme s'accompagne d'une révolution artistique et spirituelle, exaltant le naturalisme, la vie quotidienne et la liberté individuelle, illustrée par l'hymne à Aton. Son épouse, la reine Néfertiti, prend le nom de Néfer-Neferu-Aton. La révolution atoniste ne survit pas à Akhenaton. Son successeur Sémenkaré tente une réconciliation avec le clergé d'Amon. Puis Toutankhaton, devenu Toutankhamon, rétablit officiellement le culte traditionnel, bien que le culte d'Aton subsiste quelque temps. Après lui règne Haï, puis Horemheb, sous lequel la persécution d'Aton devient systématique et définitive, effaçant l'héritage religieux d'Akhenaton et restaurant pleinement l'ordre traditionnel. La 19e dynastie. Le roi Horemheb, issu d'une famille de nobles provinciaux de Moyenne-Égypte, avait mené une longue carrière de maréchal de l'armée et d'administrateur. Cette expérience lui permit de mesurer l'ampleur de la corruption politique et administrative qui s'était développée depuis le règne d'Akhenaton. Dès son accession au trône, Horemheb engage une vaste politique de réforme. Réorganisation de l'administration, lutte contre la corruption des fonctionnaires civils et militaires, promulgation d'un décret royal visant à accélérer le recouvrement des revenus de l'État. Ces mesures contribuèrent à la stabilisation du pays et à la restauration de l'autorité royale. Horemheb accorda une grande confiance à un officier nommé Ramsès, qu'il nomma vizir et désigna comme son successeur. Cependant, Horemheb étant déjà âgé, il ne régna que 2 ans. Après lui, le pouvoir passa à Séti Ier, fils de Ramsès et co-régent, premier représentant d'une lignée de pharaons guerriers déterminés à restaurer le prestige extérieur de l'Égypte. Dès son avènement, Séti Ier dut affronter une coalition de cités syriennes, soutenue par les Hittites, grande puissance anatolienne. Il réussit à vaincre cette coalition et à rétablir l'influence égyptienne en Palestine. Après avoir repoussé une attaque libyenne, Séti Ier mena une campagne en Syrie septentrionale, où les troupes égyptiennes entrèrent pour la première fois en conflit direct avec les Hittites. Il parvint à s'emparer de la ville stratégique de Kadek, bien que les Hittites aient ensuite renforcé leur influence dans la vallée de l'Oronte. Le conflit, loin d'être résolu, fut poursuivi sous le règne de son fils Ramsès II. Sous Ramsès II, la capitale et résidence royale furent transférées à Pi-Ramsès, dans le nord-est du delta du Nil, où fut installée une importante base militaire adaptée aux manœuvres de l'infanterie et des chars. Dans la 5e année de son règne, Ramsès II lança une grande campagne contre une coalition de peuples asiatiques dirigée par le roi hittite Mutawalli. La confrontation culmina lors de la célèbre bataille de Kadek, sur le fleuve Oronte. Surpris par un piège hittite, Ramsès II faillit subir une défaite majeure, mais parvint à regrouper ses forces et à transformer l'affrontement en une victoire incertaine, magnifiée par la propagande royale.
Les exploits militaires de Ramsès II furent largement célébrés par des inscriptions et reliefs dans ses temples. Abou Simbel et Elder en Basse-Nubie, le temple d'Abydos, le Ramesséum, le temple de Luxor, le temple de Karnak. Le traité de paix avec les Hittites et la menace des peuples de la mer. Après plusieurs années de guerre, Ramsès II conclut, dans la 21e année de son règne, un traité de paix avec le roi hittite Hattusil. Cet accord, l'un des plus anciens traités internationaux connus, inaugura une période de relations cordiales entre les deux puissances. Ramsès II épousa la fille aînée de Hattusil, symbolisant la paix et la fraternité entre l'Égypte et le royaume hittite. À la suite de cet accord, l'influence égyptienne s'étendit le long de la côte syro-phénicienne jusqu'à Ras Shamra, ou Gari. Toutefois, à la mort de Hattusil, un nouveau danger apparut avec la migration massive des peuples de la mer, venus des Balkans et de la région de la mer Noire, qui provoquèrent l'effondrement du royaume hittite. Ramsès II, qui régna 67 ans, ne perçut pas pleinement la gravité de cette nouvelle menace. Son successeur Mineptah hérita d'une situation critique. Dès la 5e année de son règne, il dut affronter une invasion conjointe des peuples de la mer et des Libyens, installés à l'ouest du delta du Nil. Mineptah remporta une victoire décisive lors d'une grande bataille dans l'ouest du delta. Ses succès militaires sont commémorés sur les stèles de Mineptah, qui mentionnent également ses campagnes en Syrie-Palestine et énumèrent les territoires soumis, parmi lesquels Canaan, Ascalon, Gézé, Yénoam, Israël, cités pour la première fois dans les sources égyptiennes. La 20e dynastie. La fin du nouvel empire égyptien et les bouleversements dynastiques. À la mort de Mineptah, l'Égypte plonge dans une période de lutte dynastique, le trône est successivement occupé par 5 souverains éphémères, dont l'ordre de succession et la parenté restent incertains. Cette période de désordre prend fin avec l'avènement de Setnakht, qui règne pendant 3 ans et fonde la 20e dynastie. Setnakht est succédé par son fils, Ramsès III, dont le règne de plus de 31 ans marque une tentative de renaissance de la gloire du nouvel empire. Ramsès III mène plusieurs guerres défensives décisives. En Libye occidentale, défaite infligée aux envahisseurs lors de la 5e et de la 11e année de son règne. Les peuples de la mer, repoussés lors de la 8e année, ces envahisseurs attaquent par mer et par terre dans le delta et la vallée du Nil. Ces conflits ne sont pas de simples attaques de pillage, ils représentent de véritables tentatives d'occupation de l'Égypte, impliquant combattants, familles et troupeaux. La défaite aurait signifié la fin de la nation égyptienne. Cependant, Ramsès III est moins efficace face aux problèmes internes, perturbations dans la main-d'œuvre, grève des ouvriers gouvernementaux, inflation du blé et chute de la valeur des métaux précieux. Sous ses successeurs, Ramsès IV à Ramsès XI, la décadence de l'État s'accentue. La puissance des prêtres d'Amon croît, jusqu'à ce qu'ils choisissent Hérior, grand prêtre d'Amon, pour accéder au trône, donnant ainsi naissance à une nouvelle dynastie. Période de déclin. Dynastie 20 à 24. Le pouvoir fut partagé entre les princes de Thani, Delta, et la dynastie de Hérior-Athèbes. À la mort de Hérior, Smandai, gouverneur du Delta, étendit son autorité sur l'ensemble du pays. Une famille d'origine libyenne s'établit dans le Fayoum, peut-être issue de mercenaires. Sheshonq, membre de cette famille, s'empara du trône d'Égypte, fondant la 22e dynastie, qui dura environ 200 ans. Vers la fin de cette dynastie, l'Égypte se divisa en petits États rivaux et fut menacée par la Syrie et un Soudan indépendant. Pédoubaste réussit à créer une dynastie rivale. Selon Manéthon, il s'agit de la dynastie Tanite, 23e dynastie, mais ces rois portaient encore les noms des pharaons de la 22e dynastie, Sheshonq, Osorkon, Takelo.
L'Égypte entretint des liens pacifiques avec Salomon à Jérusalem, qui épousa une princesse égyptienne. Au cours de la 5e année du successeur de Salomon, Sheshonq attaqua la Palestine, regagnant un peu d'influence et stimulant le commerce extérieur. La 24e dynastie ne compta qu'un seul roi, Bac-en-Renef, fils de Tefnacht. Action militaire et diplomatique. Traité probable avec Hoshen de Samarie contre les Assyriens. Soutien au roi d'Israël contre le roi assyrien Sargon II, mais défaite à Raphia, 720 avant notre ère. Fin de règne, l'invasion du roi du Soudan, Shabaka, mit un terme à son autorité. La 25e dynastie ou dynastie soudanaise. Vers 720 avant notre ère, l'Égypte, alors fragmentée, subit une invasion majeure venue du sud. Le centre de ce nouveau pouvoir se situe au Soudan, avec une capitale établie près de la 4e cataracte. Payé, ou Pianki, souverain soudanais dont l'autorité s'étend de la 1re à la 6e cataracte. Se sentant assez puissant pour revendiquer le trône des pharaons, il décide d'intervenir en Égypte pour contrer l'expansion des chefs du delta. Le déclencheur de l'intervention de Payé est la montée en puissance de Tefnacht de Saï. Ce dernier avait réussi à unifier le delta, occuper Memphis, assiéger Héracléopolis. L'alliance du gouverneur d'Hermopolis, Moyenne-Égypte, avec Tefnacht précipite l'envoi de l'armée soudanaise vers le nord. Les sources nous dépeignent Payé comme un chef à la personnalité singulière et profondément imprégné de religiosité égyptienne. Il se distingue par son traitement digne des prisonnières de haut rang et son ardeur au combat. Grand amateur de chevaux, il célèbre les rites religieux avec une scrupuleuse exactitude. Il refuse tout contact direct avec les princes vaincus, les jugeant impurs selon les critères rituels, consommation de poissons et absence de circoncision. Cette dynastie nubienne, ou couchite, maintient son autorité sur l'Égypte pendant environ 60 ans. Sa chute est provoquée par l'émergence d'une puissance impériale extérieure, les Assyriens. Après une série de campagnes militaires répétées, ces derniers parviennent à briser la domination couchite et à mettre fin à cette dynastie. La dynastie saïte. L'Égypte fut libérée de la domination assyrienne par un Égyptien du nom de Psamétique. En 658 avant notre ère, il réussit avec l'aide de Gigée de Lydie, et des mercenaires grecs, à détruire tous les vestiges de la suzeraineté assyrienne, et à fonder une nouvelle dynastie, la 26e. Les rois de cette dynastie furent plus ou moins des hommes d'affaires qui s'efforcèrent courageusement de redresser la situation de l'Égypte en contribuant à la prospérité commerciale du pays. La Haute-Égypte devint le grenier où s'accumulait la production agricole que vendait la Basse-Égypte. La période perse. Sous le règne de Psamétique III, les Égyptiens durent subir la conquête de leur pays par les Perses dirigés par Cambyse. Avec cette occupation, l'histoire de l'Égypte comme puissance indépendante s'acheva pratiquement. La 27e dynastie comprit des rois perses. La 28e dynastie fut celle d'Amirté, dynaste locale qui fomenta une révolte durant le règne tourmenté de Darius II. Grâce à des alliances avec Athènes et Sparte, les rois des 29e et 30e dynasties réussirent à conserver l'indépendance ainsi conquise pendant une soixantaine d'années. La seconde domination perse en Égypte commença sous Artaxerxès III en 341 avant notre ère. Alexandre dit le Grand y mit rapidement fin en envahissant l'Égypte en 332 avant notre ère, après avoir battu les Perses à la bataille d'Issô.